La phrase flottait dans l'air, légère et tranchante comme un éclat de verre. Je l'ai entendue, bien sûr. Je n'étais pas censée l'entendre. J'étais assise dans le salon, dans ce fauteuil design qui me donnait toujours mal au dos, prétendant admirer leur jardin parfaitement entretenu. Un jardin sans une seule mauvaise herbe, sans une fleur qui osait déborder. Froidement impeccable, comme tout le reste dans cette maison. Ils étaient dans la cuisine. La porte était entr'ouverte, juste assez pour que les sons s'échappent. La voix de ma belle-fille, Sophie, était claire, dénuée de toute chaleur. Tu ne peux pas comprendre, Marc. Elle coûte trop cher à entretenir. Un silence. J'ai attendu la réponse de mon fils. Une défense, une protestation, même faible. N'importe quoi. Mais il n'y a eu qu'un soupir. Un long soupir las, le son d'un homme qui capitule. Je sais, Sophie. Je sais. Elle coûte trop cher à entretenir. Les mots se sont installés en moi, non pas avec la chaleur de la colère, mais avec le froid du métal. Je n'étais pas une personne. J'étais une dépense. Un poste sur un budget. Une vieille maison avec des fuites au toit et des factures imprévues. Ma vie, mes besoins, mes 80 ans d'existence, tout cela était résumé en une ligne comptable. Et le solde était négatif. Je n'ai pas bougé. Mes mains, posées sur mes genoux, ne tremblaient pas. J'ai continué à regarder les pivoines de Sophie, si parfaites qu'elles semblaient fausses. J'ai senti le cuir froid du fauteuil contre ma nuque. J'ai entendu le léger bourdonnement du réfrigérateur américain, un monstre d'acier inoxydable qui produisait de la glace pilée sur commande. Quand ils sont revenus dans le salon, un plateau avec des tasses à expresso à la main, j'ai souri. Un petit sourire poli, celui que je portais depuis des années. Le masque de la mère accommodante, de la grand-mère qui ne veut pas déranger. Un petit café, maman ? A demandé Marc, évitant mon regard. Non, merci mon chéri. Il se fait tard. Je crois que je vais rentrer. Le soulagement sur le visage de Sophie était à peine voilé. C'était une visite de moins à cocher sur sa liste de choses à faire. Le trajet de retour s'est fait dans un brouillard silencieux. Les phares des autres voitures étaient des taches de lumière abstraites. Ma vieille voiture roulait avec une fiabilité familière. C'était la dernière chose que Jean et moi avions achetée ensemble. Il l'aurait entretenue lui-même. Il aimait prendre soin des choses. Des choses et des gens. En arrivant, la maison m'a paru immense. Chaque pièce était remplie d'échos et de fantômes. Le tic-tac de l'horloge du grand-père dans le couloir était le battement de cœur de la maison, un son qui avait rythmé toute ma vie d'adulte. Ce soir-là, il sonnait creux. J'ai marché jusqu'à la cuisine, ma vraie cuisine, avec son comptoir en formica usé et ses placards en chêne que j'avais repeints 3 fois. J'ai mis de l'eau à bouillir pour monter. Un rituel. Un geste simple pour ancrer une âme à la dérive. La vapeur s'est élevée de la bouilloire. J'ai versé l'eau sur les feuilles de thé noir dans ma vieille théière ébréchée. L'odeur familière m'a envahi. J'ai attendu que le thé infuse, les mains posées à plat sur le comptoir frais. Je coûte trop cher à entretenir. La phrase était là, persistante. Elle n'était pas seulement cruelle. Elle était libératrice. C'était la clé qui ouvrait une porte que j'ignorais être verrouillée. Pendant des années, j'avais accepté. J'avais accepté les visites qui se raréfiaient, les appels qui se raccourcissaient. J'avais accepté de n'être qu'une solution de garde d'enfants d'urgence, une source de prêts jamais remboursés, une présence silencieuse au dîner de famille où la conversation tournait autour de sujets que je ne comprenais pas. J'avais accepté leur pitié condescendante. Oh, maman, ne te fatigue pas à cuisiner, les enfants n'aiment pas les plats à l'ancienne. Alors j'apportais quand même une tarte aux pommes, et je la regardais rester intacte sur la table du buffet, avant de la remballer et de la ramener à la maison pour la manger seule. J'ai bu mon thé, assise dans le fauteuil en velours usé de Jean. Il épousait encore la forme de son corps. J'ai regardé autour de moi. Les murs étaient couverts de notre vie. Des photos de Marc bébé, de ses premiers pas, de ses remises de diplôme. Des photos de nos vacances. Une photo de mariage, où Jean et moi semblions si jeunes, si terrifiés et si pleins d'espoir. Ces souvenirs n'étaient pas les leurs. C'étaient les miens. Et cette maison, ce n'était pas un fardeau. C'était mon sanctuaire. Un sanctuaire qu'il voyait comme un bien immobilier à liquider, une source de tracas. La clarté est venue sans crier gare. Ce n'était pas de la colère. C'était plus froid, plus pur. C'était une décision. Une décision qui s'est formée en moi,
solide et inébranlable. Si j'étais un coup, alors il était temps de régler la facture. Une bonne fois pour toutes. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux en dentelle. J'ai dormi profondément, pour la première fois depuis des mois. J'ai pris mon café et je suis allé dans le bureau de Jean. La poussière flottait dans les rayons du soleil. J'ai ouvert son vieux carnet d'adresses. Les pages étaient jaunies, l'écriture de mon mari était encore vive. J'ai trouvé le numéro. Monsieur Dubois. Le notaire qui avait géré la succession de Jean. Un homme bon, patient. Sa secrétaire m'a répondu. Sa voix était jeune et efficace. J'ai demandé un rendez-vous. Elle m'en a proposé un pour la semaine suivante. Non, ai-je dit, ma propre voix me surprenant par sa fermeté. Ce doit être aujourd'hui. C'est une urgence. Il y a eu une pause. Puis, un instant, je vous prie. Elle est revenue. Monsieur Dubois peut vous recevoir à 14 heures. Ensuite, j'ai appelé ma banque. J'ai pris rendez-vous avec la directrice de l'agence. 1 heure avant mon rendez-vous chez le notaire. Le plan se mettait en place, étape par étape, avec une logique implacable. Je me suis habillée avec soin. Pas ma robe du dimanche, mais un tailleur-pantalon que je n'avais pas porté depuis des années. Il était un peu démodé, mais il me donnait de la prestance. En me regardant dans le miroir, je n'ai pas vu une vieille femme fragile. J'ai vu une femme qui avait pris une décision. À la banque, la directrice était une jeune femme aux manières vives. Elle m'a accueillie dans son bureau de verre. Que puis-je faire pour vous, Madame Lemoine? Je souhaite révoquer la procuration que j'ai accordée à mon fils, Marc Lemoine, sur tous mes comptes. Elle a cligné des yeux, surprise. Elle a tapoté sur son clavier. Je vois. C'est une décision importante. Y a-t-il un problème? Non, ai-je répondu calmement. Il n'y a plus de problème. Je reprends simplement le contrôle de mes finances. Elle n'a pas insisté. Les formulaires ont été imprimés, signés. J'ai ouvert un nouveau compte courant, à mon seul nom. J'ai organisé le virement de mes pensions. C'était fait. La première barrière était érigée. Chez Monsieur Dubois, l'odeur de papier ancien et de cire d'abeille flottait dans l'air. Il n'avait pas changé. Ses cheveux étaient plus blancs, mais son regard était toujours aussi bienveillant. Hélène, dit-il en me serrant la main. Quel plaisir de vous voir. J'espère que tout va bien. Tout va très bien, cher ami. Je suis venu pour vendre la maison. Son sourire s'est effacé. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Il a attendu. Il était de ceux qui savent écouter le silence. C'est une grande maison, ai-je continué. Trop grande pour une femme seule. Elle coûte cher à entretenir. J'ai utilisé leurs mots. En les prononçant moi-même, je leur ai enlevé leur pouvoir. Je me les suis appropriés. Il a hoché la tête lentement. Je comprends. Avez-vous un endroit où aller? Pas encore. Mais je trouverai. Quelque chose de petit. De simple. Près de l'eau, peut-être. Il m'a recommandé un agent immobilier, une femme réputée pour sa discrétion et son efficacité. Puis, nous avons parlé de mon testament. Celui qui existait laissait tout à Marc. Nous allons devoir le changer, ai-je dit. La séance a duré 1 heure. En sortant de son bureau, je me sentais plus légère. De retour à la maison, j'ai commencé par un acte symbolique. Sur la cheminée du salon, il y avait une grande photo de famille encadrée. Prise l'année précédente, pour Noël. Nous étions tous là. Marc, Sophie, leurs 2 enfants, et moi, souriant un peu à l'écart. J'ai pris le cadre, je l'ai ouvert, j'ai retiré la photo et je l'ai glissée au fond d'un tiroir, face contre le bois. J'ai laissé le cadre vide sur la cheminée. Un espace à remplir. L'agent immobilier, Madame Girard, est venue le surlendemain. Elle était élégante, directe. Elle a fait le tour de la maison, ses talons claquant sur le parquet. Elle a noté les volumes, la lumière, le grand jardin. C'est une magnifique propriété, Madame Lemoine. Elle se vendra vite. Le marché est très favorable. Bien, ai-je dit. Je veux que cela se fasse rapidement. Le panneau « À vendre » a été planté dans la pelouse le vendredi. Le samedi matin, mon téléphone a sonné. C'était un message de Marc. Maman? C'est quoi cette pancarte? Appelle-moi. J'ai lu le message. J'ai senti une pointe de satisfaction froide. J'ai effacé le message.
Puis un autre. Maman, sérieusement. C'est une blague? Sophie s'inquiète. Sophie ne s'inquiétait pas. Sophie calculait. Elle voyait la maison, son héritage futur, lui glisser entre les doigts. Les appels ont commencé. Je ne répondais pas. Je laissais la messagerie se remplir. Leur voix passait de la confusion à l'agacement, puis à une fausse inquiétude. Maman, on va passer. Tu dois être malade. Tu n'agis pas normalement. Mon silence était ma réponse. C'était une forteresse qu'ils ne pouvaient pas percer. Pendant des années, mon silence avait été un signe de soumission. Ils l'avaient pris pour un acquis. Maintenant, mon silence était une arme. C'était une frontière. Un soir, le téléphone a sonné. L'afficheur indiquait un numéro que je ne connaissais pas. Par réflexe, j'ai failli ignorer l'appel. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Mamie. C'était Chloé. Ma petite fille. Elle était à l'université, dans une autre ville. Chloé, ma chérie. Comment vas-tu? Je vais bien, mamie. Mais, papa m'a appelé. Il est paniqué. Il dit que tu vends la maison. Est-ce que ça va? Sa voix. Il y avait une inquiétude réelle dans sa voix. Pas de calcul, pas de jugement. Juste de l'amour. Les larmes me sont montées aux yeux. Les premières depuis des jours. Oui, ma chérie. Ça va. Ça va aller. Je lui ai parlé. Je ne lui ai pas tout dit, pas les mots exacts de sa mère. Mais je lui ai expliqué que j'avais besoin de changement. Que la maison était trop grande, que les souvenirs étaient trop lourds. Elle a écouté. Et puis elle a dit, d'une petite voix, « Je suis désolée, mamie. Ils sont, comme ça, parfois. Ils ne voient pas les gens. Ils voient des problèmes à régler. » Validation. C'était tout ce dont j'avais besoin. Quelqu'un qui voyait. Quelqu'un qui comprenait. « Tu veux que je vienne t'aider à faire les cartons le week-end prochain ?» a-t-elle demandé. « J'adorerais ça, ma chérie. » La maison s'est vendue en 10 jours. Une offre bien au-dessus du prix demandé. Madame Girard était ravie. J'étais simplement soulagée. J'ai signé les papiers chez Monsieur Dubois. Le chèque de banque que j'ai déposé sur mon nouveau compte semblait irréel. C'était le fruit d'une vie de travail avec Jean. C'était mon indépendance. Ma sécurité. Chloé est venue, comme promis. Pendant 2 jours, nous avons trié une vie entière. Nous avons ri en retrouvant de vieilles photos. Nous avons pleuré en emballant les affaires de Jean. Elle a mis de côté quelques livres, un petit tableau. Pour me souvenir de papy, a-t-elle dit. Elle ne m'a posé aucune question sur ses parents. Elle a compris que c'était un sujet interdit. Sa présence était un baume. Elle voyait la femme que j'étais, pas le fardeau que j'étais devenue pour d'autres. J'avais trouvé un petit appartement à louer, dans une résidence pour seniors au bord du lac. C'était moderne, propre, avec un grand balcon donnant sur l'eau. C'était petit, mais chaque centimètre carré était à moi. Le jour du déménagement, Marc et Sophie sont apparus. Ils n'avaient pas prévenu. Je les ai vus se garer derrière le camion. Leur visage était dur. Marc s'est approché, le visage fermé. « Maman, on peut savoir ce qui se passe? Tu vends notre maison sans même nous le dire? » Notre maison. Les mots m'ont frappé. Je me suis redressée. Les déménageurs passaient avec des cartons, nous ignorant poliment. J'étais sur le perron, la clé de ma nouvelle vie dans ma poche. Ce n'est pas votre maison, Marc. C'était la mienne et celle de ton père. Maintenant, elle ne m'appartient plus. Tu as perdu la tête, a sifflé Sophie, derrière lui. C'est la sénilité. On aurait dû prendre les choses en main plus tôt. J'ai regardé mon fils dans les yeux. Non, Marc. Je n'ai pas perdu la tête. J'ai retrouvé mes esprits. J'ai entendu ce que Sophie a dit, l'autre dimanche. Dans votre cuisine. Le visage de Sophie a blêmi. Marc a eu l'air confus pendant une seconde, avant que la compréhension ne s'abatte sur lui. Il a baissé les yeux. La honte était une chose puissante. J'ai entendu que je coûtais trop cher à entretenir. Ai-je continué, ma voix calme et égale. Alors, j'ai réglé le problème. Je ne vous coûterai plus rien. Ni mon temps, ni mon argent, ni mes soucis. Sophie a tenté de protester. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'était sorti de son contexte. Le contexte était parfaitement clair. Ai-je coupé? Et la réponse de ton mari aussi. J'ai regardé Marc.
Il ne pouvait toujours pas me regarder. Je ne suis pas un investissement, Marc. Je ne suis pas un bien immobilier. Je suis ta mère. Ou du moins, je l'étais. Je me suis retournée sans un mot de plus. Je suis montée dans ma voiture et j'ai suivi le camion de déménagement, laissant derrière moi 50 ans de ma vie, et 2 personnes qui étaient devenues des étrangers. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Mon nouvel appartement sentait la peinture fraîche. C'était l'odeur d'un nouveau départ. J'ai demandé au déménageur de placer le fauteuil de Jean, près de la grande baille vitrée. C'était la première chose que j'ai faite. Les jours suivants ont été un tourbillon de déballage de cartons et d'organisation. J'ai gardé peu de choses. L'essentiel. Les livres que j'aimais, ma théière, quelques photos de Jean et de Chloé. Pas de photos de Marc ou de sa famille. J'ai rencontré mes nouvelles voisines. Des femmes de mon âge, veuves, divorcées, indépendantes. Nous avons bu le thé ensemble. Nous avons parlé de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos vies d'avant. Mais surtout, nous avons parlé du présent. Des clubs de lecture, des cours de yoga doux, des promenades au bord du lac. J'ai revu Monsieur Dubois. Nous avons finalisé mon Nouveau Testament. Une partie de mon argent irait à une fiducie pour l'éducation de Chloé. Une autre partie, une donation substantielle, à un refuge pour femmes locales, où j'avais fait du bénévolat autrefois. Le reste me permettrait de vivre confortablement, sans dépendre de personne. Marc et Sophie n'étaient pas mentionnés. La vie a pris un nouveau rythme. Un rythme plus lent, plus calme. Le matin, je me réveillais avec la lumière du soleil sur le lac. Je buvais mon thé sur mon balcon, emmitouflé dans un plaid. Je n'attendais plus un appel téléphonique qui ne venait pas. Je ne ressentais plus ce pincement au cœur le dimanche, en sachant qu'on ne m'inviterait pas. La solitude que j'avais redoutée était différente de celle que j'avais connue dans ma grande maison vide. Ce n'était pas une solitude d'abandon. C'était une solitude choisie. Une paix. 1 mois après mon déménagement, une lettre est arrivée. L'écriture de Marc sur l'enveloppe. Mon premier réflexe a été de la jeter. Mais je l'ai posée sur la table de la cuisine. Elle est restée là pendant 3 jours. C'était une lettre d'excuse. Des mots maladroits, pleins de justifications. Il disait qu'il était sous pression, que Sophie s'inquiétait pour leurs finances. Il disait qu'il m'aimait, qu'il était désolé. Il voulait me voir. J'ai lu la lettre, puis je l'ai repliée et rangée dans un tiroir. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de pardon. Je n'ai rien ressenti du tout. C'était comme lire un article de journal sur des événements qui concernaient quelqu'un d'autre. Peut-être qu'un jour, je répondrai. Peut-être qu'un jour, une nouvelle relation pourra se construire, sur des bases différentes. Des bases de respect. Mais ce jour n'était pas arrivé. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas pressée. La décision m'appartenait. Ce soir, je suis assise dans mon fauteuil, une tasse de thé à la main. Le soleil se couche sur le lac, peignant le ciel de couleurs rose et orange. Le silence n'est pas vide. Il est rempli du murmure de l'eau, du cri lointain d'un oiseau. Il est rempli de ma propre présence. Je ne suis pas un coup. Je ne suis pas un fardeau. Je suis Hélène. Et je suis enfin chez moi.